Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte des Mille et Une Nuits. On connaît tous des contes comme Aladdin, Sinbad le marin ou Ali Baba et les 40 voleurs. Mais d'où viennent ces contes? Qu'est-ce que leur succès depuis maintenant plusieurs siècles dans le monde entier nous dit? Qu'est-ce qu'ils contiennent? C'est ce que je vous propose de découvrir. Et pour votre relaxation, j'espère que vous pourrez adopter une position la plus confortable possible. Utilisez vos écouteurs et fermez les yeux pour me laisser vous guider dans cette découverte. Les Mille et Une Nuits, c'est un recueil de contes populaires connus dans le monde musulman depuis des siècles. Et en arabe, mille se dit alf, la nuit, qui est aussi un prénom assez répandu, c'est Leila. Donc le nom arabe des Mille et Une Nuits, c'est Kitab Alf Leila wa Leila. Et sous ce titre, sous ce nom, ce recueil a été élaboré au fil des siècles en compilant des contes populaires de différentes régions du monde musulman, aussi bien d'Asie et d'Inde que de Perse, d'Iran et du Moyen-Orient. Ces contes étaient connus dans le monde arabe bien avant de l'être dans le monde entier, mais comme ils étaient des contes populaires, ils relevaient d'un registre considéré comme moins noble que celui, par exemple, de la poésie, qui était beaucoup plus connue et valorisée que ce genre de contes. Et c'est à partir du XVIIIe siècle que les Mille et Une Nuits se sont répandues dans le monde entier quand elles ont été découvertes par les Européens. C'est là que, pour comprendre le succès des Mille et Une Nuits en dehors du monde musulman, il faut parler de la mode ou du succès de ce qu'on appelle l'orientalisme et faire un peu d'histoire sur les relations et la perception mutuelle du monde européen et du monde musulman. Pendant le Moyen Âge, les rapports entre la chrétienté et l'islam sont essentiellement conflictuels. Il y a des liens commerciaux, mais il y a aussi des croisades. Il y a du côté chrétien le sentiment d'être menacé et d'avoir besoin de se défendre, de reconquérir même certains territoires. Et ce sentiment de défiance et de crainte va commencer à basculer à partir de la Renaissance et du XVIIe siècle. Et la perception va changer parce que, encore au XVIe siècle, l'islam est perçu comme une grande menace, en particulier avec l'Empire ottoman qui atteint son apogée au XVIe siècle, mais à partir du XVIIe siècle, la puissance des Ottomans et des autres États
musulman va décliner très fortement. Les Ottomans sont arrêtés dans les Balkans, dans l'est de l'Europe, notamment par les Autrichiens et les Polonais. Ils réussissent en 1683 encore, donc vers la fin du XVIIe siècle, à assiéger la ville de Vienne, en Autriche. Mais après ça, l'Empire ottoman ne va pas arrêter de reculer et de perdre du terrain. Et également, depuis le XVIe siècle, les Européens ont contourné le monde musulman en ouvrant des voies commerciales vers l'Asie, au sud de l'Afrique, ou vers l'Amérique, et ont commencé à prendre possession du monde en élargissant leur horizon, alors que militairement et économiquement, ils dominent maintenant les relations avec l'Orient et le monde arabe. Et ce renversement des rapports de force se traduit par un changement dans la perception de l'Orient. À partir du XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle, on commence à voir cette défiance et cette crainte du monde oriental être remplacée par une sorte d'intérêt culturel, un goût pour l'exotisme que représente le Moyen-Orient, la Perse, l'Afrique du Nord, l'Inde. Et au XVIIIe siècle apparaît ce mouvement qu'on appelle l'orientalisme, qui est un intérêt général pour la civilisation, pour les paysages pittoresques de l'Orient, pour une civilisation qu'on perçoit à la fois comme raffinée, mystérieuse, mais aussi décadente. On va projeter dessus énormément de fantasmes et d'inventions presque. Par exemple, ce mythe des harems des souverains musulmans, qui n'est pas une pure invention, mais qui est un phénomène marginal dans le monde musulman, mais qui va beaucoup fasciner l'opinion en Europe et façonner la perception de l'Orient. Au XIXe siècle, encore plus, l'Empire ottoman, qui était le plus puissant des États musulmans, rentre en déliquescence. Il perd quasiment tous ses territoires européens sous la poussée de l'Autriche et des peuples qui prennent leur indépendance dans les Balkans et particulièrement en Grèce. Il perd le contrôle de l'Égypte également, et cet intérêt pour l'Orient en est encore renforcé parce que le monde musulman n'est maintenant plus menaçant du tout, et pour beaucoup d'artistes, d'écrivains et même pour les opinions publiques, il devient un symbole d'exotisme, de mystère et quelque chose de plus attirant que effrayant. C'est dans ce contexte que l'Europe va recevoir et adopter les contes des Mille et Une Nuits et en assurer la diffusion dans la culture populaire au XIXe siècle et au XXe siècle. La première découverte des contes des Mille et Une Nuits,
par le public européen a lieu au tout début du XVIIIe siècle avec une traduction en 1704 d'un Français de ce recueil, et c'est lui qui popularise ces contes en ajoutant au recueil initial d'autres contes, et notamment les plus connus comme Aladdin ou Sinbad le marin, qui étaient également des contes populaires connus au Moyen-Orient, mais qui ne faisaient pas partie du recueil des Mille et une nuits. Dans l'imaginaire collectif, à partir de cette date, ils vont être intégrés à ce recueil. Ce qui distingue les Mille et une nuits, c'est une structure avec des contes qui sont enchâssés les uns dans les autres. Il y a un grand conte qui couvre tout le recueil et qui est généralement assez connu. C'est un conte originaire de Perse et qui dit qu'il y avait un souverain, un roi, nommé Shahrizar. Shah, en persan, c'est le roi. C'est comme ça qu'on appelait les souverains perses avant la révolution islamique. Et ce Shahrizar est déçu par l'infidélité des femmes. Il a observé l'infidélité de la femme de son frère, puis de sa propre femme, qu'il fait exécuter pour ça. Et pour se venger contre les femmes, il décide de successivement épouser plusieurs femmes et de les tuer, de les mettre à mort après la première nuit passée avec elles. Mais apparaît le personnage de Scheherazade, une femme magnifique et intelligente qui, pour éviter d'être exécutée, commence à raconter ses histoires à Shahrizar, et pour connaître la suite des contes, le roi renonce la première nuit à l'exécuter, puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite au fil des contes pendant 1001 nuits, suite à quoi le roi réalise qu'il est tombé amoureux de Scheherazade et décide de ne pas la tuer. Et pendant ces 1001 nuits, Scheherazade déroule tous ses contes dans lesquels on retrouve des personnages de l'un à l'autre et différents thèmes qui traversent toute cette œuvre. Le succès ne se limite pas au public français, puisque à peine 2 ans après la traduction en français, en 1706, sort une traduction anglaise des Mille et une nuits. Dans le monde anglophone, elles sont également connues comme The Arabian Nights, les nuits arabes. Et ce recueil, comme dans le reste de l'Europe, va être un grand succès de librairie du XVIIIe siècle. Il est notamment vendu par des colporteurs qui vendent les livres dans les petites villes ou dans les campagnes. Et au XIXe siècle, avec la colonisation du Moyen-Orient, avec l'impérialisme des Européens et le développement encore plus marqué de leur sentiment de supériorité et une vague sans précédent d'orientalisme en Europe, ça devient un gigantesque succès populaire, et pas seulement
auprès du grand public, mais aussi de beaucoup d'écrivains ou de peintres qui rêvent de l'Orient, qui y voyagent et qui en ramènent des peintures, des récits et transforment l'orientalisme en un phénomène très ancré dans la culture européenne. Ce goût pour l'orientalisme dans les arts ou la littérature va décliner au XXe siècle, mais le succès des Mille et une nuits, les contes, va lui continuer et ils font partie intégrante maintenant de la culture populaire un peu partout dans le monde. Les messages ou les valeurs qui sont portés par ces contes sont assez proches des contes d'origine européenne, ceux des frères Grimm, de Charles Perrault, c'est-à-dire qu'on retrouve des héros, souvent jeunes, qui, par leur intelligence ou leur moralité, vont surmonter des difficultés ou un destin qui leur est contraire. La plupart des contes se terminent bien, mais pas toujours. Par exemple, le conte d'Aladin et sa lampe avec le génie a en fait deux versions. On connaît plus la version qui finit bien, dans laquelle Aladin est un jeune homme qui est recruté par un magicien, un maître maléfique, qui veut l'utiliser pour récupérer une lampe magique dans laquelle vit ou est prisonnier un génie très puissant. Et dans l'histoire qu'on connaît, Aladin réussit à contrôler le pouvoir de cette lampe. Il s'en sert pour renverser son maître maléfique et épouser celle qu'il aime. Donc il y a une fin heureuse à l'histoire, mais dans la version alternative, qui elle aussi comporte un message moral ou un avertissement, Aladin est en fait recruté par un maître bénéfique et bienveillant, et il tente de s'approprier les pouvoirs de la lampe et du génie, mais ne se montrant pas assez intelligent et appliqué pour utiliser les enseignements de son maître, il se laisse déborder par ce pouvoir et il perd tout. Donc là aussi on a un autre message envoyé au lecteur, mais un message qui reste, comme dans tous ces contes pour enfants, un message édifiant pour leur inculquer des valeurs et participer à leur éducation. On retrouve aussi, comme dans beaucoup de contes d'origine européenne, le thème de l'ascension sociale du personnage grâce à son courage ou son intelligence, ses valeurs morales. Bien sûr, on peut le prendre au premier degré comme une illustration de l'aspiration en beaucoup d'entre nous pour une vie plus confortable, plus agréable, une meilleure reconnaissance sociale. Mais certains voient aussi dans ces contes la matérialisation d'une aspiration plus profonde, parce qu'on peut aussi les prendre comme une métaphore. Quand quelqu'un qui est de basse extraction sociale, par
le mariage avec une princesse ou par ses nobles faits réussit à s'élever. Ça peut être comme une métaphore de l'aspiration de l'homme à accéder à d'autres niveaux de conscience, de réalisation de lui-même et de ne pas laisser le roturier ou l'homme simple qui vit dans les niveaux les plus superficiels de sa conscience dominer, mais s'élever au-dessus de ça dans une quête presque spirituelle pour devenir autre chose ou ce qu'il est appelé à être. Et de fait, les contes des Mille et une nuits contiennent, comme les contes européens, énormément de récits en forme d'archétypes, de récits stéréotypés qui sont rhabillés ou recouverts de détails culturels, locaux, mais qui partagent un peu les mêmes structures, la structure du voyage initiatique, la structure de l'ascension sociale, la structure de l'amour contrarié, mais qui finit par triompher. Et c'est probablement pour ça, parce que les contes des Mille et une nuits contiennent cette part universelle. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont même antérieurs à l'islam et ont été repris des traditions égyptiennes ou mésopotamiennes ou indiennes. C'est sans doute pour cette raison, parce qu'ils touchent un ressort profond de l'être humain, qu'ils ont ce succès et cette universalité. Comme toujours, j'espère que ce moment passé ensemble vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. Au revoir.